bonjour à toutes et tous. Et bonjour à toutes les équipes EHPAD, ESPREV présentes dans la salle. Du concept à la pratique, le rôle du médecin coordinateur et des équipes. Alors effectivement, si le professeur Bloch a dit que la prévention, c'était notre 8e préoccupation, on va essayer de montrer dans ce temps de présentation que grâce à vous, la prévention n'est pas cette 8e préoccupation, mais bien souvent une des premières préoccupations. Quelques mots de présentation, Philippe avant... Oui, donc je suis le docteur Philippe Walrad, je suis médecin coordonnateur donc, à l'EHPAD Saint-François-de-Sales et l'EHPAD Notre-Dame de l'Accueil, qui sont 2 des 5 EHPAD de l'association Féronvro. Et moi, donc, je suis Stéphane Avrec, je suis médecin coordonnateur aux EHPAD domaine des Tuileries à Péranchy et au domaine de la Rivière, et j'interviens aussi un peu à Roubaix. Et j'ai la chance, à Péranchy, à Marquette, de travailler avec ESPREV du GHLH, et à Roubaix de travailler avec ESPREV Ouascal. Donc effectivement, c'est des expériences dont on parlera sur cette présentation. Nous non plus, nous n'avons pas de centre de conflit d'intérêts. C'est vrai qu'on a oublié de le préciser. Et on n'a pas préparé avec ChatGPT la conférence. Quoique, faites le test, faites sur ChatGPT, qu'est-ce que la prévention en gériatrie? Et vous verrez qu'on en parlera. Parce que j'ai fait le test tout à l'heure. Alors, on va essayer dans cette petite heure de présentation, et on espère laisser le plus de place, parce qu'on est bavards tous les deux. On est surnommés les vieux du Moupet Show, en général, quand on fait une présentation à deux. On va vous présenter quelques éléments d'introduction. On va faire un peu d'histoire, parce qu'effectivement, à travers l'histoire du métier de médecin coordinateur, ça permet effectivement de voir certains éléments de l'évolution de ce métier. De voir la place de la prévention dans les missions de médecin coordonnateur au milieu d'un certain nombre de compétences dont vous faites partie, et de voir comment et pourquoi on peut s'articuler avec des partenaires. Et enfin, on fera quelques mots de conclusion avant d'aborder des éléments de question. Alors effectivement, moi souvent quand je dis dans les équipes quels sont les 3 métiers les plus importants dans un EHPAD, et je dis souvent que c'est 1, c'est le cuisinier, 2, c'est l'animateur, et 3, c'est les soignantes ou les auxiliaires. Donc effectivement, le médecin coordinateur, ce n'est pas automatiquement le métier le plus important. Mais effectivement, le métier de médecin co est un métier d'interface entre les familles, les résidents, les familles. Et effectivement, les 30%, c'est ça je pense, les 30% d'EHPAD qui n'ont pas de médecin coordonnateur en ce moment en France, effectivement, ce sont des EHPAD qui peuvent vivre un certain nombre de difficultés. Alors c'est vrai qu'on analyse les cas particuliers de chaque résident, on essaie de faire l'évaluation gériatrique standardisée, qui nous est recommandé de le faire dans l'émission, et on essaie d'apporter une contribution gériatrique à la continuité de cette prise en charge qui est nécessaire. Alors comme je dis, on va fêter nos 50 ans de métier. On le verra que c'est l'année prochaine. L'année prochaine, on fête nos 50 ans. Et vous avez peut-être entendu parler de la loi Valtou, qui a effectivement une pierre nouvelle à l'édifice médecin co, qui, dans un contexte de pénurie médicale, va prolonger l'évolution de ces missions en demandant aux médecins coordinateurs de renforcer sa position de manager, d'animateur d'équipe et même de responsable d'équipe. Alors c'est vrai que dans notre agenda, je pense que Philippe sera d'accord avec moi, notre agenda contraint en termes de temps, la place de la prévention dans tout cela. Comment on peut animer, conduire, participer à une politique de prévention dans cet agenda contraint. Mais une chose est sûre, travailler seul, c'est pas possible. Je vais faire aujourd'hui une petite allusion à un de mes maîtres que les anciens connaissent, qui était le professeur Proy à Lille, et qui m'a dit Stéphane, dans ta carrière, n'oublie pas une chose, c'est que ton champ d'incompétence est bien plus large que ton champ de compétences. Et pour élargir tes propres champs de compétences, aide-toi des autres. Et en santé, c'est un élément important. Qu'on soit auxiliaire de vie, qu'on soit aide-soignante, qu'on soit infirmière, qu'on soit ergothérapeute, psychomotricienne, psychologue, on a chacun une contribution à avoir. Et nous, on va faire, en tant que médecin co, on va essayer de mettre en place le métier de chef d'orchestre, mais les vrais solistes, ce sont vous. Je prends ce micro-là, tu me files le micro sinon. Donc, le médecin coordonnateur, donc, comme dit Stéphane, évolue en 50 ans.
Et en fait, comment a-t-il évolué depuis les V120, les V240, vous avez une image, les V360. Moi, j'ai été en 1986 interne à Wascal, au Molinel, donc on était dans un V240, à aujourd'hui avec des EHPAD médicalisés. Alors, le médecin coordonnateur donc, est apparu dans la loi. Est apparu dans la loi donc, du 30 juin 1975, donc c'est très ancien, sur les établissements médico-sociaux qui instituait la possibilité aux établissements ayant des lits de cure médicale d'avoir recours à un médecin coordonnateur. Alors, c'était des médecins de cure qui étaient plutôt dans le soin plus que la coordination, qui était une petite partie, toute petite partie, qui était surtout sur des études de dossier, les admissions, mais qui n'avait rien à voir avec les missions de médecins co d'aujourd'hui. Et cette seconde partie passait vraiment au second plan. Ensuite, dans la chronologie, donc on a le 24 janvier 1997, où la présence du médecin coordonnateur s'inscrit dans le volet qualité. Donc on parle énormément de qualité en prévention, de la réforme de la tarification des EHPAD, avec un arrêté du 26 avril 1999 qui prévoit la présence du médecin coordonnateur dans les établissements signataires de la convention tripartite, qui est donc le préalable à l'ouverture d'un EHPAD. Ce texte qui permet quand même d'appuyer plus précisément les missions de médecin co, ses fonctions dans un établissement qui maintenant est entièrement médicalisé. Et cet arrêté de 99 nous appuie quand même pas mal puisqu'il reconnaît la spécificité du travail effectué par les anciens médecins de cure et permet d'appuyer la légitimité d'intervention et la lisibilité. Et en fait, Stéphane parlait de la loi Valtou. Alors cette loi Valtou fait couler beaucoup d'encre chez les médecins co puisqu'elle veut réintégrer la fonction de médecin traitant des résidents avec la fonction de coordination. Et ça nous partage, déjà nous deux, ça nous partage, parce que moi je suis tout à fait pour reprendre le lead sur la prescription en plus du travail de médecin co. Et toi, Stéphane, tu es un peu en dualité. Donc vous voyez, rien qu'à nous deux, pourtant on est très copains dans la vie, on est déjà pas d'accord. Donc ça fait couler beaucoup d'encre. Donc le rôle de médecin co, on le sait, il est différent du rôle de médecin traitant. On est là pour la qualité qui va vers la prévention. Alors on parle donc d'encadrement du personnel, c'est pas tout à fait vrai puisqu'on n'est pas les supérieurs hiérarchiques des soignants, on est plutôt donc l'autorité médicale, le référent médical, et il y a également un rôle très important du trinôme médecin co, IDEC et direction, qui est le préalable à une prévention réussie, puisque sans ce trinôme réussi, rien ne se fait en fait. Alors, par rapport à ce que vient de dire Philippe, on a essayé de vous retranscrire dans les diapositives suivantes l'évolution des missions de médecins co à travers un prisme orienté sur 5 publics, donc les proches, les résidents, les acteurs de soins de l'EHPAD, les partenaires et les médecins traitants, et aussi les tutelles à travers les différentes lois. Alors effectivement, vous voyez, dans l'arrêté de 99, on a un certain nombre de missions, je ne vais peut-être pas faire l'injure de tout vous lire, mais qui étaient orientés, alors ils n'étaient pas numérotés, hein, à travers l'élaboration du projet de soins, la rédaction du rapport d'activité. Vous voyez, on a essayé de remettre, mais on va essayer, en avançant, entre guillemets, dans l'âge, de montrer les différentes modifications. L'élément en 2005, et c'est là où est apparu un décret où là, on a numéroté les missions. Et souvent, on parle à cette époque-là, des 11 missions du médecin co, à travers le projet de soins, les avis d'admission, la commission gériatrique, l'évaluation de la dépendance. Et j'ai mis en lien le GIRPATOS parce qu'on y reviendra aussi, c'est une mission importante des médecins co. L'application des bonnes pratiques gériatriques, les prescriptions à utiliser avec le fameux livret pharmaceutique, l'élément de formation, c'est-à-dire qu'on demande aux médecins co d'animer une politique de formation, l'élaboration du dossier de soins, le fameux RAMA, le rapport d'activité, et on a en mission 10 et 11 la mission de participer à l'élaboration des conventions et la participation aux différents réseaux.
Au niveau de 2011, est apparu quelques modifications quand on reprend les différentes missions. C'est-à-dire que sur la mission 4, on a inscrit, c'est-à-dire que le médecin co doit faire l'évaluation de la dépendance, et on y a rajouté d'évaluer les besoins de soins requis des résidents. Sur le RAMA, on ajoute le fait que ce RAMA doit être soumis à la commission gériatrique. C'est un élément souvent qui est oublié, mais effectivement, on doit avoir ça. On a une 12e mission qui est d'identifier les risques éventuels pour la santé publique et veiller à la mise en œuvre de toutes les mesures utiles à la prévention. Je pense que c'est la première fois que le terme prévention est inscrit dans la loi pour les médecins co. Et on a enfin la 13e mission, et c'est pour ça qu'à cette époque-là, on parle de la 13 mission, de la prescription en cas d'urgence ou de risque vital engagé pour les résidents. Donc, vous voyez donc des modifications en 2011, donc relativement assez récent, quand on remonte à 75. Et en 2019 est apparu aussi quelques nouvelles modifications importantes. Donc là, j'ai repris pour l'instant ce qui n'a pas changé, mais est apparue une 6e mission qui est l'évaluation gériatrique qui relève du médecin co, et le médecin co peut faire maintenant des propositions diagnostiques et thérapeutiques qu'il doit soumettre quand même au médecin traitant, parce qu'encore une fois, je rappelle que quand, avec nos confrères et néanmoins amis, on n'est pas d'accord, c'est le médecin traitant qui prime sur les décisions de prise en charge. On a donc, comme il y a une 6e mission, il y a un décalage des autres missions, et c'est pour ça qu'on a le 6 qui devient de 7, le 7 devient 8, enfin, voilà. On a dans la 11e mission de convention, on a rajouté la notion de télémédecine, parce qu'effectivement, avec le développement des réseaux, la mission de télémédecine est inscrite. On rajoute dans la mission 11 la notion de participer dans le réseau avec les acteurs du territoire. Et enfin, élément important, il est noté, il peut intervenir pour tout acte incluant l'acte de prescription médicamenteuse lorsque le médecin traitant ou désigné par le patient ou son remplaçant n'est pas en mesure d'assurer une consultation par intervention dans l'établissement, conseil téléphonique ou téléprescription. Alors on voit dans ces évolutions-là que les missions développées ont été plutôt sur le soin que sur la coordination. Et effectivement, peut-être c'est à l'origine d'un certain nombre de difficultés que alors, je pense qu'il y a quelques médecins co, puisque j'en ai vu dans la salle. Effectivement, on a ce problème de temps en disant quel est le temps qu'on doit, entre guillemets, dédier à la prise en charge, on va dire, clinique et quotidienne de nos résidents, ou effectivement le temps qu'on peut passer à animer les différentes politiques de prévention et de qualité qu'on nous demande. 2023, la loi Valletoux. Qu'est-ce qu'elle rajoute, cette loi Valletoux, même si les décrets ne sont pas parus, hein, si je ne m'abuse pas, c'est ça, hein, nous demande d'assurer l'encadrement de l'équipe soignante, ce que disait tout à l'heure Philippe en disant quid de cette mission. Pour ceux qui le souhaitent, on nous propose d'assurer le suivi médical des résidents. On doit contribuer auprès des professionnels de santé exerçant un établissement à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits de prestation qu'il peut lui-même réaliser. Effectivement, encore une fois, on renforce cette notion de médecin plutôt, on va dire prescripteur, avec du temps qui est malheureusement contraint. Attends, hop, voilà. Donc 50 ans plus tard, donc on y est. Hein, donc le médecin co a fini par faire sa place dans le paysage de la prise en charge du grand âge. Il y a encore des flous par rapport aux équipes qui ne comprennent pas par rapport au temps imparti, qui peut être des 0,40, 0,50, 0,60, alors qu'elles sont là vraiment au quotidien, qu'on ne puisse pas prendre en charge des fins de vie jusqu'au bout, parce qu'on n'est pas là ce jour-là. Donc ça suscite des crispations avec les équipes. La 13e mission, la fameuse mission de prescription, donc les décrets, Madame Defebvre nous fait signe, c'est pas paru. Et ça pose beaucoup de difficultés avec les collègues, hein, des conflits éventuels. Alors c'est déjà très âgé, puisqu'en 2015, je suis allé revoir les archives. Laurence Rossignol, qui était secrétaire d'État aux personnes âgées, souhaitait déjà étudier les conditions dans lesquelles le médecin co pourrait éventuellement prescrire. Donc on n'a pas tellement avancé d'un iota. Et la question du temps de travail, donc, qui n'est toujours pas réglée, en fait, hein, et qui pose beaucoup de difficultés actuellement. Alors, si on prend sur le plan chronologique, il s'est passé plein de choses pendant ces 50 ans
la canicule de 2003, qui a été le point de départ d'une réflexion éthique et d'une réflexion sur la mise en place de la prévention. De cette canicule de 2003, on a conduit à la médicalisation des EHPAD avec la création du métier de MEDCO et ses 13 missions. Au cours de cette durée de vie, la loi 2002 a été très fondatrice pour nous, puisqu'on a introduit le respect de la dignité, de l'intégrité, de la vie privée, de l'intimité, de la sécurité des résidents, qu'on replace, nous, dans notre projet de soins et projet d'établissement. Un événement important aussi, pendant cette chronologie, c'est le rapport du docteur Aquino, en 2013, qui a remis un rapport très important, qui remet un rapport à M. Jean-Marc Ayrault, Premier ministre à l'époque, sur la médecine préventive en EHPAD. Et dans son rapport, il veut optimiser le parcours de soins du patient et prévenir la dépendance induite par les soins inappropriés. Donc on est vraiment toujours dans les mêmes thèmes, en fait. On avance doucettement. Et enfin, dans les grands événements de notre métier de médecin-co, ça a été l'épidémie Covid. On est passé d'un rôle brutalement plus administratif avant la crise à un rôle purement de soins et en même temps de coordination. On s'est retrouvé à gérer l'urgence, on a développé des partenariats et ça a été une époque merveilleuse avec le docteur Defebvre du tout début, le kit gestion Covid, vous vous souvenez, et je donne d'ailleurs dans cette intervention un coup de chapeau à la RSO de France, parce qu'on est là aussi par vous, par Esprev, mais tout ce chemin qu'on a parcouru tous ensemble, et ça nous a permis d'ouvrir notre partenariat, l'HAD, les réseaux de soins palliatifs et cellules Covid. C'est tous ces événements chronologiques qui nous amènent un peu ici aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les EHPAD sont en grande difficulté de recruter des médecins co. On sait qu'il y a un tiers des EHPAD qui n'ont pas de médecins co. Il y a un turnover important. Il y a la pyramide des âges. 72% seraient âgés de plus de 50 ans, 30% de plus de 60 ans. Et c'est assez compliqué. Donc, Stéphane, qu'est-ce qui a impacté dans ton métier de médecin co, la transformation de l'hôpital, par exemple, le développement du maintien à domicile? En quoi as-tu été impacté? Je pense qu'on a tous remarqué, on m'entend, qu'effectivement l'hôpital, du fait de la tarification maintenant, doit aussi avoir un turnover important. On a d'un point de vue domicile, le maintien, et c'est bien utile, le maintien à domicile qui s'est développé. Et c'est ce qu'a dit professeur Bloch tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins de fragiles, on a de plus en plus de purement dépendants. Et donc, effectivement, la population de nos EHPAD a changé en 25 ans de carrière pour faire jeune. En quoi les conséquences de la continuité et permanence des soins a-t-elle changé ton travail, ta manière de travailler? Je vais prendre l'exemple de Péranchy. Depuis 2 ans, on a maintenant des résidents qui arrivent sans médecin traitant. Donc effectivement, c'est quelque chose sur lequel on était relativement préservé il y a encore quelques années. On a maintenant tout. Alors, et quand je vais dans d'autres établissements, je pense que si vous allez dans les régions de l'Aisne ou du Pas-de-Calais, certaines régions du Pas-de-Calais, on a malheureusement une démographie médicale qui fait que le métier de médecin co est difficile, et même la prise en charge médicale de nos résidents est difficile parce qu'on n'a pas de médecin traitant. En quoi la crise d'image des EHPAD a-t-elle changé un peu ton travail au quotidien? Alors, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, je fais exprès. La fameuse crise des EHPAD d'il y a quelques années a fait, selon moi, le fait qu'on doit prendre plus de temps pour informer, expliquer, rassurer, mettre en confiance, parce qu'effectivement, il y a eu une perte de confiance de nos établissements, et chacun d'entre vous, je pense, a pu être confronté à des difficultés avec les familles, les proches, ou même certains professionnels, par rapport à cette confiance que pouvait avoir la population dans nos établissements. En quoi la modification des textes avec l'augmentation des missions, puisque tu l'as expliqué, on est actuellement à 14 missions, a-t-elle changé ta manière de travailler? Parce qu'actuellement, moi, je dois prendre en charge dans les différentes résidences entre une quinzaine et une vingtaine de résidents à faire en sorte d'assurer le suivi médical. Et donc, c'est du temps en moins. Le lundi à Péranchy, j'ai ma réunion commission chute qui dure 1 heure parce qu'on prend le temps en termes de prévention de revoir toutes les chutes de la semaine d'avant, de regarder ce qui est possible de faire en termes d'alternatives. Ce temps-là, il faut pouvoir le prendre. Il est de plus en plus difficile à prendre quand on va parler éthique.
effectivement, l'éthique, ça demande du temps. Ça demande du temps et effectivement, on a cette difficulté-là de gérer les différentes missions. Alors, te sens-tu responsable dans les évaluations à Pathos, Agir et également à HAS? Est-ce que ça bouleverse ton travail? Alors, ça ne le bouleverse pas, mais là aussi, ça nécessite du temps, à la fois pour rassurer ma directrice, parce qu'effectivement, elle a mal, enfin, je ne sais pas qu'elle a mal vécu, hein, mais elle a vécu une période stressante. Hein. Je ne sais pas qui a vécu une évaluation HAS dans les établissements, non? Alors moi, cet été, effectivement, c'est une période sur laquelle, à la fois sur l'investissement de temps de préparation et voilà. Donc effectivement, il y a, et je pense qu'on a besoin d'avoir ce triumvirat qui est composé de la direction du médecin co et de l'infirmière coordinatrice ou de l'infirmier coordinateur. Ce triumvirat est important pour porter, animer et supporter ces éléments-là. Est-ce qu'il t'est difficile de promouvoir la culture gériatrique et donc la bientraitance en réalité et la prévention? C'est un beau sujet, professeur Bloch, la culture gériatrique. Hein. Comment faire en sorte que, effectivement, quand on appelle le centre 15, on ne commence pas par nous dire à quel âge. Je fais exprès, hein, je suis toujours un peu provocateur. Mais, voilà. Mais on va en parler juste après dans la prévention, mais je préfère le dire tout de suite. On a parlé, et quand vous faites ChatGPT, vous faites prévention gériatrie, il va vous dire l'important, c'est d'améliorer la qualité de vie. Et je pense que je rajouterai une petite notion, si vous me le permettez, professeur Bloch, c'est d'améliorer et de respecter la qualité de vie. Parce que je pense qu'il y a aussi dans nos équipes la nécessité, j'en reparlerai avec un exemple concret tout après, de respecter la qualité de vie des résidents qui nous sont confiés. Et pas automatiquement vouloir leur imposer notre propre vision de l'amélioration de la qualité de vie. Donc on en termine avec le médecin co avant d'attaquer la prévention, le volet purement prévention de notre exposé. Les missions et ce qui n'est pas. Donc les difficultés, ça reviendra souvent, c'est le temps imparti. Donc on espère qu'un jour, dans un vœu pieux, le médecin co sera à plein temps dans un EHPAD, si Dieu le veut. Être en difficulté permanente avec la continuité des soins, il y a un gros travail actuellement, il y a deux gros travails, de gros chantiers qui se font avec les services hospitaliers, avec les urgences, c'est un serpent de mer, on travaille beaucoup là-dessus. Les médecins traitants, il y a les familles, hein, depuis l'affaire Orpea, nous avons de grosses difficultés avec les familles au quotidien et on y travaille. La reconnaissance de la fiche Palia, donc là on est en chantier actuellement avec la filière gériatrique pour avoir une reconnaissance de cette fiche Palia qui nous pose beaucoup de difficultés dans les prises en charge de fin de vie, puisque dès que le patient, le résident est étiqueté fin de vie, le SAMU, le 15, ne se déplace plus. Ce qui nous pose énormément de difficultés. Donc on a lancé un chantier qui, j'espère, va avancer. Donc on en reparlera éventuellement pour faire bouger cette fiche Palia qui, à ce jour, Palia 15, ne sert à rien. Elle est à mettre à la poubelle. Et oui, parce qu'elle n'est pas utilisable. Donc on y reviendra. Alors les joies, lorsqu'on arrive à anticiper, à organiser avec des partenaires des fins de vie, lors d'un projet de vie abouti, une reconnaissance d'une évaluation externe réussie, on en parlait, la reconnaissance d'une famille, il n'y a pas que les roses, il n'y a pas que les épines, il y a les roses, la stabilité et la confiance mutuelle des équipes, parce qu'on en parlera, la prévention se fait avec nos équipes au quotidien, on n'est pas seul, s'inscrire dans une démarche de projet, la nécessité de dépendre du médecin traitant, ça c'est les limites pour mettre en place des fins de vie, des mises en place de dossiers HAD, et je te passe la parole, Stéphane. Alors, la place de la prévention dans les missions médecins co et dans nos journées d'animateurs et de coordonnateurs d'équipe. D'abord, plein de questions. Effectivement, quelle doit être la place du médecin co dans cette politique de prévention? Quel temps lui accorder? Comment travaille-t-on la prévention en EHPAD? Comment faire le lien avec nos équipes? Comment construire la cartographie des risques? C'est des questions qu'on nous pose. Les enjeux, anticiper l'autonomie, on en a parlé avec le professeur Bloch juste auparavant. Comment appliquer les médecins traitants? Alors quand on a dit tout à l'heure qu'on n'était pas d'accord, Philippe dit effectivement c'est pas grave si on s'occupe nous-mêmes de nos résidents. Moi j'ai plutôt tendance à dire se couper complètement des médecins traitants, c'est se couper de la ville.
Et je pense que je me vois mal empêcher un médecin traitant de Péranchy de continuer à s'occuper d'un de ses patients dès lors qu'il rentre dans un établissement. Comment intégrer les proches? On ne fait pas de prévention en gériatrie sans intégrer les proches. Pourquoi et comment faire appel aux différents partenaires qu'on listera, et notamment comment faire appel et pourquoi faire appel à Esprev, par exemple. Alors, Philippe, toi, tu voulais absolument faire le petit point sur tes équipes, là. T'es perdu, là. Oui. Mes équipes, il y en a quelques-unes, et je voulais mettre vraiment à l'honneur, on en parlait tout à l'heure, on ne fait pas de coordination sans les équipes. Et à la rigueur, nous, médecins co, si on n'a plus rien à faire, c'est peut-être aussi bien, et laisser travailler les équipes. Donc, aucune prévention en EHPAD ne peut se faire sans l'IDEC, qui fait partie du trinôme, puisque les équipes d'Esprev, lorsqu'elles arrivent en EHPAD, leur premier interlocuteur, Yann, je te vois, c'est l'IDEC, qui dirige vraiment toutes les équipes. Les IDE, parce qu'actuellement, grâce à vous, d'ailleurs, on en parlera après, les Esprev, on met en route des référents, nutrition, circuit de médicaments, chute. Les psychologues, on parlait, professeur Bloch, vous parliez tout à l'heure de la prévention du risque suicidaire par les psychologues, et elles ont leur rôle dans la prévention. Les psychomotes, elles sont dans la salle, psychomotes, ergothérapeutes, qui sont en charge des commissions chute, contention. Les aides-soignantes, grand hommage aux aides-soignantes, ASD, AMP, qui sont nos yeux dans la prévention. C'est elles qui nous ramènent la prévention du risque d'escar, la prévention du risque bucco-dentaire, la prévention des fausses routes. Les orthophonistes, prévention bien sûr des fausses routes. La socio-esthéticienne, il ne faut pas l'oublier, puisqu'elle est dans la prévention du bien-être et de l'image qu'a la personne âgée d'elle-même dans un soin de main, un soin de visage. On parlera ensuite des résidents et les proches et les familles. On en reparlera dans la prévention ultérieurement. Alors, la prévention en gériatrie, en EHPAD plus particulièrement, quelle définition? Donc, effectivement, on a repris une définition parmi les multiples que vous connaissez. Donc, la prévention, également appelée santé préventive, toute action entreprise pour maintenir les personnes en bonne santé, prévenir et éviter les risques de mauvaise santé, de maladies, de blessures, d'essais prématurés. La prévention vise à augmenter la probabilité que les personnes restent en bonne santé le plus longtemps possible. C'est la définition de la population en général. Alors c'est vrai que quand on est en gériatrie, le professeur Bloch en a parlé, donc il n'y a pas de copyright, mais je pense qu'on était d'accord sans se concerter. Effectivement, c'est de réduire la perte d'autonomie et d'indépendance, c'est de maintenir les capacités préservées, c'est de maîtriser les risques, c'est diminuer les complications évitables et les hospitalisations. On a ce type de définition, et en EHPAD, la prévention n'est-elle pas aussi d'améliorer, j'aurais dû rajouter, et de respecter la qualité de vie des usagers en fonction des fragilités et des vulnérabilités et des dépendances de chaque individu. Donc c'est effectivement cette notion gériatrique que nous souhaitons faire passer comme message. Alors c'est vrai qu'on a la prévention, on a essayé de reprendre un petit schéma qui est un peu l'illustration de ce qu'on a reçu comme formation avec Éric Boulanger. Effectivement, on a cette approche à travers les syndromes gériatriques que vous connaissez tous. Et les syndromes gériatriques sont l'expression de plusieurs éléments. C'est l'expression à la fois d'abord d'un aléa qui survient. On a l'aléa par exemple d'une infection ou d'une épidémie. C'est un aléa extérieur et on a cet élément-là. On a des individus qui ont leur fragilité ou leur dépendance en fonction du degré et donc avec leur diminution de la capacité à faire, diminution de la capacité d'adaptation et diminution des réserves fonctionnelles. Et on a un environnement médical, social, familial. Ces trois éléments vont conduire à effectivement évaluer le risque. Alors, c'est peut-être une autre démarche, une autre approche sur la démarche holistique dont vous parliez tout à l'heure. Effectivement, ça permet d'évaluer le risque d'un des individus et ce risque va faire en sorte qu'il s'exprime à travers un syndrome gériatrique en fonction. C'est qu'une infection, vous et moi, on a peut-être moins de vulnérabilité. Donc, effectivement, on a aussi un environnement médical soignant qui va faire que notre risque va s'exprimer différemment qu'une personne qui est dénutrie, ou qui est tout simplement SDF dans la rue. Et effectivement, on va avoir ces éléments-là. Alors, la prévention, d'abord, quelques maîtres mots. J'ai repris là une expression qu'avait le professeur Puisieux au DU de médecin co, qui dit qu'il faut éviter toujours deux erreurs
dans la prise en soin d'un résident âgé. Le premier consiste à réinventer la médecine. Ce n'est pas parce qu'on a affaire à des maladies âgées que les maladies sont différentes. Les maladies sont les mêmes que chez tout un chacun. Par contre, la seconde erreur consiste à traiter la personne âgée comme tout autre malade. C'est ignorer sa fragilité qui lui est propre, à l'exposer à des complications sévères qui peuvent conduire à perte d'autonomie. Et donc, effectivement, on a, en plus de l'évaluation des risques dont on parlera tout à l'heure, la nécessité d'avoir ce questionnement éthique et cette fameuse réflexion bénéfice-risque. Je vais vous illustrer ça par un exemple, je pense, que vous avez tous vécu. Je vais, moi, vous parler de monsieur L, qui était en UVA chez nous, 150 déclarations de chute sur l'année. 150 déclarations de chute, parce qu'il chute. Voilà. On fait l'évaluation, on a essayé de voir ce qu'on peut faire. Alors, il a le lit bas, il a le matelas, il a le casque sur la tête. On l'envoie en hôpital de jour, chute, en disant est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire autrement ? Et on nous répond, pour limiter, il vaut mieux le mettre dans un fauteuil et lui mettre une ceinture pelvienne. Et là, on se pose la question. C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce que notre rôle est de diminuer simplement le risque et de faire en sorte qu'il ne chute plus ? Ou est-ce qu'on doit aussi respecter la qualité de vie ? Et là, ça nécessite, on ne fait pas ça en un quart d'heure, je pense que c'est 2 heures de discussion avec les proches, avec l'équipe de l'hôpital de jour qui a eu. Donc, on s'est mis en visio avec l'équipe et on a convenu qu'effectivement, on allait le laisser chuter. Alors, on va mettre autour, Yann, je sais plus, on a mis en place tout ce qu'on avait vu ensemble pour essayer de limiter le plus possible le syndrome gériatrique, pas le risque. Le risque est Mais effectivement, on a convenu d'une prise en charge qui va respecter la qualité de vie du résident. Donc effectivement, ce questionnement est un élément important et encore une fois, ça demande du temps. Alors comment travaille-t-on la prévention en EHPAD ? D'abord, un focus usager, c'est réduire les aléas. Effectivement, il faut maîtriser l'environnement. Effectivement, il faut faire en sorte que Madame B, qui est au 4e étage à Marquette, sa chambre soit relativement bien rangée parce que, effectivement, il y a des risques. C'est d'évaluer les vulnérabilités et les fragilités. Alors moi, j'aime bien ce terme vulnérabilité parce qu'effectivement, on a, nous, dans nos résidences, des personnes qui sont vulnérables. Et la vulnérabilité, elle peut être médicale, elle peut être sociale, elle peut être familiale. Je pense qu'effectivement, un résident qui est à risque suicidaire, dès lors qu'il a un entourage familial proche, ce n'est pas la même chose que s'il n'a pas d'entourage familial. Donc les vulnérabilités, elles se maîtrisent à travers un certain nombre de facteurs. C'est de maîtriser ces vulnérabilités, les surveiller, c'est de corriger et prendre en charge les syndromes gériatriques dès lors qu'ils surviennent, parce qu'ils surviennent à certains moments. Et enfin, c'est de communiquer, parce qu'il faut informer, expliquer, associer, impliquer les usagers et les proches. Grâce au travail qu'on a pu faire, par exemple, je prends Lionel parce que je le vois là, mais lors des visites de préadmission chez nous, systématiquement, on énumère les risques gériatriques et on explique aux familles. Souvent, vous avez peut-être l'occasion d'accueillir une famille où la famille dit je vous mets maman parce qu'elle chute à la maison, donc au moins elle sera ici. Non. Vous avez tous vécu ça. Vous avez tous vécu. Donc effectivement, il faut leur dire oui, elle va venir ici. On espère qu'elle va moins chuter parce qu'on va essayer de maîtriser le risque. On va faire en sorte de mettre un environnement qui limite le risque de chute et on va mettre un environnement qui vise, quand elle chutera, à répondre le plus vite possible à la chute. Mais, à part les attacher, on ne peut pas faire autre chose. Et donc, effectivement, il faut communiquer. Le deuxième focus, c'est le focus équipe. On ne peut rien faire sans former. Il y a 15 jours, cette année, nos équipes ont dépisté, c'est un domaine qu'on n'a pas abordé, mais ont dépisté 3 cancers du sein chez nos résidents. Parce qu'effectivement, on a formé l'équipe, lors de la première toilette évaluative, à palper les seins. Donc moi, j'ai la chance d'avoir un buste facilement et j'ai la planchette des trois seins. Et ça permet de montrer aux aides-soignantes, aux auxiliaires de vie, de savoir palper un cancer du sein. Et on a remarqué, alors
chez la femme âgée, donc après 75 ans, il n'y a plus de dépistage systématique, donc il y a un peu un laisser-aller. Et on retrouve, nous, de temps en temps, des résidents qui arrivent dans nos résidences avec des cancers du sein qui sont passés complètement inaperçus. Il faut former. Deuxièmement, il faut organiser. Et c'est là où nous, on peut intervenir. Donc effectivement, c'est évaluer les risques, c'est organiser les prises en charge à travers les référentiels, les protocoles, les règles de bonne pratique. Le troisième élément, c'est de coordonner avec nos partenaires. Comme on l'a dit, redit et re-redit, on ne peut rien faire tout seul. Et il faut s'appuyer sur les dispositifs d'aide. Il faut s'appuyer sur tous les partenaires que vous pouvez avoir. Et enfin, il faut évaluer parce qu'il faut partager et il faut s'améliorer. Effectivement, quand on fait des comités de retour d'expérience, ça permet de dire, tiens, comment on peut éventuellement modifier sa pratique pour faire en sorte que où l'événement ne se passe pas, ou ça se passe différemment. Le troisième focus, c'est le focus institutionnel. Effectivement, notre rôle de médecin co, c'est d'élaborer le projet de soins. Et le projet de soins, je reprends la définition réglementaire, le projet de soins détermine les modalités de prévention et de prise en charge des résidents concernant, par exemple, la dénutrition, la douleur, la SCAR. C'est notre rôle, dans le projet de soins, d'écrire la façon dont on va conduire la politique de prévention. C'est mettre en œuvre ce projet avec le concours de l'équipe soignante. Hier, j'ai donc eu ma commission chute. J'ai la chance, moi, d'avoir quelques détecteurs de chute. On a une dame qui a chuté. On montre, alors c'est pour ceux qui connaissent le système, hein, on montre la vidéo en transmission. Et on regarde comment s'est passée la chute. Et en équipe, on dit qu'est-ce qu'on peut faire pour Madame X, Madame M pour ne pas la nommer, pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus. On a pu effectivement... c'est identifier les risques pour la santé publique et mettre en œuvre toutes les mesures utiles à prévention, ça c'est des éléments que vous connaissez, et contribuer à la politique de prévention de la maltraitance, ça effectivement c'est un focus institutionnel, j'en ai peut-être oublié. Et pour ça on a besoin de quoi? D'abord on a besoin de temps, on a besoin de compétences, on a besoin de méthodes, on a besoin d'outils, on a besoin de savoir-faire, et seul c'est beaucoup plus difficile. Et effectivement, si en interne il y a l'équipe, en externe il y a nos partenaires, et nos partenaires vont nous apporter du temps, des compétences, de la méthode, des outils et un savoir-faire que nous, on n'a pas automatiquement. Alors, pour parler de prévention, on parle de prévention depuis ce matin. Et à qui s'adresse-t-on? Quelle est la spécificité de nos populations? Le professeur Bloch nous a déjà un peu donné toute la spécificité. Donc, dans nos EHPAD, nous avons des résidents porteurs d'une maladie d'Alzheimer et apparentés. Alors, moi, j'avais plutôt calculé par rapport à nos EHPAD 60%. Vous étiez à 82%, professeur Bloch, dans la slide que vous aviez passée. Les maladies de Parkinson, les grands oubliés des EHPAD jusqu'à une période récente, et on en parlera en toute fin. Sur une slide, on a la chance d'avoir ESSEP, qui est le petit cousin, je pense, de Esprev, ou son petit frère, et qui nous aide énormément, puisque, on en reparlera, hein, les grands oubliés des EHPAD jusqu'à une période récente étaient les maladies de Parkinson. Résidents porteurs de troubles psychocomportementaux, et vous en parliez, professeur Bloch, dans les années prochaines, il va y avoir donc des développements d'ESPREV, vous en parliez aussi, donc sur les troubles psychocomportementaux, les prises en charge. Les chuteurs, première cause d'entrée en EHPAD, c'est la chute. Les dénutris, il y a donc une brique ESPREV pour la dénutrition. Les dépendants non Alzheimer, pour certains actes de la vie quotidienne, ce sont les grands AVC qu'on accueille dans nos EHPAD, les psychotiques, PHV, psychoses anciennes. Dans les partenaires incontournables pour développer la prévention dans nos EHPAD, les familles. On ne peut rien faire sans les familles. Et lors des assises des EHPAD de mars à Paris, il y a eu une intervention sur les familles. Faut-il s'en faire un allié? Et la réponse est oui. Les tuteurs, bien sûr, on a eu besoin d'eux pour les vaccinations Covid, donc dans la prévention vaccination. Et un petit détail sur le Conseil de vie sociale qui est vraiment majeur actuellement depuis janvier 2023 où il y a eu une réforme du CVS et le CF est devenu un partenaire très important puisqu'il est associé à l'élaboration et à la révision du projet d'établissement. Donc il collabore à la politique de prévention.
Sans lui, il n'y a rien, de lutte contre la maltraitance. Il est entendu lors de la procédure d'évaluation HAS. C'est une instance de dialogue et de représentation collective. Nos partenaires incontournables, bien sûr, les médecins traitants, et tous nos partenaires du territoire, donc ESPREV, les HAD, sont vraiment majeurs dans notre travail de prévention. Donc tu l'as dit, on travaille à la prévention à travers le programme de soins, tu l'as dit Stéphane. On travaille la prévention au travers de nos formations flash, des formations de 10 minutes, un quart d'heure qu'on fait plusieurs fois par semaine auprès de nos familles. Mais tu le disais, le temps de présence du médecin co étant précieux, les partenaires du territoire permettent de développer de manière plus complète la prévention et on s'adresse donc à nos partenaires ESPREV, Assure, amélioration des soins d'urgence en EHPAD. Il y a un vrai fil conducteur entre Assure, ESPREV et ESSEP. Et on retrouve dans ESPREV toutes les thématiques de nos projets de soins. Donc vous êtes vraiment tout à fait complémentaires par ce que vous nous avez apporté et les outils qui apportent du temps et de la compétence. À toi, Stéphane. Ah, c'est à moi, oui. Donc effectivement, on va aller assez vite parce que je pense que le temps est défi. On est dans les temps ? On est bien ou pas? Non, bon, effectivement, donc les partenaires, j'ai déjà dit, donc les partenaires apportent du temps, de la compétence, de la méthode, des outils, un partage d'expérience. Effectivement, je pense que quand on a travaillé sur les contentions et les chutes ensemble, c'est effectivement des éléments que vous avez apportés à travers ce qu'on a pu faire. Bon, on est pressé, donc je passe sur la slide suivante. C'était les objectifs, mais on en a déjà parlé. Important de dire qu'ESPREV, ce qui nous apporte, nous, EHPAD, les 8 thématiques qu'on retrouve dans notre projet de soins, la chute, la douleur, les complications liées à la maladie de Parkinson, grand oublié des EHPAD jusqu'à une période récente, l'hygiène bucco-dentaire, l'ostéoporose et la sarcopénie, la dénutrition et les troubles de déglutition, la contention et l'addiction qui a fait récemment son apparition. Et curieusement, je ne sais pas si c'est lié ou un hasard, depuis que ESPREV a fait intervenir l'addiction, je trouve qu'on a de plus en plus de demandes d'entrée en EHPAD sur des gens beaucoup plus jeunes, des soixantenaires, 65 ans, et qui malheureusement ont une dépendance à l'alcool qu'on nous annonce sevrée dans le dossier de préadmission, et ils arrivent, et comme ils sont jeunes, ils se commandent des bouteilles de whisky sur Internet, donc on est obligé de travailler énormément sur l'édition. Donc ce sera le prochain thème, à mon avis, de nos EHPAD, le travail sur l'édition. Je passe sur la slide suivante, le rôle d'ESPREV, soutien, accompagnement, contribuer, limiter, soutenir, diminuer, tout ça, on l'a déjà dit. Votre travail, le travail avec ESPREV. Comment on fait intervenir ESPREV dans nos EHPAD? On fait d'abord un autodiagnostic. Sur cet autodiagnostic, ESPREV nous identifie des priorités d'action. Il nous conseille, il nous accompagne, il nous soutient, il forme nos équipes. Il propose des ateliers et il propose des outils clés en main. Alors, ton expérience avec ESPREV, Stéphane? Oui, rapidement, parce qu'on en a parlé donc à travers les thématiques abordées. Moi, j'ai travaillé avec eux sur les contentions, la douleur et la dénutrition. Donc, comme l'a dit Philippe, à travers l'autodiagnostic. Je rajoute aussi d'avoir, en termes d'objectifs, de fixer un calendrier. Effectivement, dans un contexte de temps contraint, d'avoir des échéances et d'avoir un calendrier, c'est un moteur pour assurer la continuité de la dynamique. La prévention, c'est une dynamique, et il faut l'entretenir. Et grâce à l'apport des équipes ESPREV, on a cette rythmicité qui nous oblige à avancer. La formation, effectivement, d'apporter par un tiers extérieur qui a la compétence du temps et de la compétence à la formation, c'est un élément important, et notamment aussi à travers l'intervention de ces équipes au CVS. Je pense que vous êtes venus en CVS et c'est un élément. L'aide à la conception d'outils d'évaluation, encore une fois, vous venez pas avec des choses clés en main, mais vous participez avec la culture de l'établissement dans lequel vous êtes et à travers la réceptivité, l'histoire aussi de l'établissement, de concevoir des outils propres d'évaluation et la même chose sur des outils, des éléments d'aide à la rédaction de protocoles et la formalisation, entre guillemets, de tout ce qui va permettre de structurer. C'est grâce à vous que j'ai effectivement, moi, maintenant, ma réunion hebdomadaire de prévention des chutes. Alors, pourquoi avoir une image positive de ESPREV? Eh bien, ESPREV nous permet de lutter, de ne pas aller trop vite vers la cascade gériatrique.
parce que tous les thématiques d'ESPREV, la chute, la prévention des SCAR, la santé bucco-dentaire, c'est de l'anticipation qui nous permet d'éviter la cascade gériatrique. Alors, on ne pouvait pas parler de prévention sans rajouter le petit frère d'ESPREV qui est ESSEP, équipe du Centre Expert Parkinson pour les EHPAD. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a actuellement en gros 4500 résidents qui sont concernés en EHPAD par la maladie de Parkinson. Il y en a trop peu dans chaque EHPAD pour faire en fait un accompagnement plus global, des unités distinctes, mais donc ESPREV nous aide ESSEP nous aide à les accompagner de manière plus distincte et plus personnalisée. Parce qu'en fait, France Parkinson a mis en évidence que et c'est vrai, lorsque les résidents entrent en EHPAD, et vous en parliez tout à l'heure, professeur Bloch, une fois que les gens entrent dans un EHPAD, ils ont tendance à être un peu oubliés, ne plus pouvoir se rendre aux consultations. Et Dieu sait si le Parkinsonien a besoin de se rendre régulièrement ou être en contact avec son neurologue. Et quand ce n'est plus possible, il y a des paramédicaux donc, missionnés par le CHU de Lille, et qui interviennent donc au sein de nos EHPAD avec les familles, à une rencontre des familles, c'est très très important. La famille est tout à fait incluse dans la démarche des CEP et donc il était impossible de parler de prévention sans parler des CEP. Donc, conclusion très rapide. Pourquoi investir dans la prévention ? En fait, ça participe à l'amélioration de la qualité de vie des résidents. C'est la réduction et la maîtrise des risques gériatriques. Le professeur Bloch en parlait. C'est la limitation des conséquences des syndromes gériatriques. Et on concourt au développement de la politique de bientraitance. Alors, quel est le regard du médecin coordinateur sur l'arrivée d'ESPREV au sein des EHPAD ? Eh bien, on implique un partenaire, ce n'est pas une intrusion. Pourquoi ? Parce qu'ESPREV, en fait, n'est pas dans le jugement. Et je le dis, et ça nous a toujours beaucoup plu. Il nous prend comme on est. Il s'adapte à notre culture, à notre dynamique. Il stimule les acteurs de soins. Il valorise l'existant. Jamais de critique, jamais de jugement. Il s'adapte à l'existant. Nous sommes toujours gagnants-gagnants. Et la phrase n'est pas de moi, elle est de Madame Labou. On évite le silotage. Alors, le silotage, c'est conserver en silo. Au contraire, on s'ouvre aux autres. Et il y a un fil conducteur entre les différentes thématiques autour de l'accompagnement. Donc en résumé, depuis sa création en 1975 à la loi Valetout dont parlait Stéphane, le métier de médecin s'est transformé de façon exponentielle. C'est un métier exigeant, rigoureux, qui ne se pratique pas seul, qui se pratique en équipe avec les partenaires du territoire, dont ESPREV, avec le conseil de vie sociale, avec les médecins, avec les familles. Et toutes ces forces vives nous permettent de faire vivre le projet de prévention en EHPAD. Et je te laisse la slide terminale. Oui, alors pour terminer, effectivement, le médecin coordonnateur que je suis, je suis un pré-fragile. Vous pouvez télécharger, il n'y a pas de conflit d'intérêt, hein, mais vous pouvez télécharger Tempoform, qui est l'outil d'Éric Boulanger sur la fragilité. Vous pouvez le télécharger. Je suis un pré-fragile à 61 ans avec un certain nombre d'éléments. Et effectivement, je sais que la prévention va être un élément qui doit m'éviter de rentrer dans la fragilité. Une des préventions, c'est de garder à l'esprit ouvert. Et moi, je remercie toujours mes équipes, notamment les jeunes, mais quand il y a des stagiaires, des élèves, ils nous bousculent un peu et j'évite de leur répéter. On a toujours fait comme ça, donc il n'y a pas de raison de changer. Voilà, donc le médecin co, effectivement, garant du projet de soins, on essaie d'animer cette partie du projet d'établissement. Néanmoins, le rôle du médecin coordinateur est maintenant ouvert à sa structure au territoire afin d'être optimal. On ne peut pas, encore une fois, travailler tout seul. Et parmi ses partenaires, je pense qu'on a essayé d'illustrer par quelques exemples et par quelques explications, effectivement, l'importance de l'apport que peuvent avoir nos partenaires. Merci beaucoup pour votre attention. On a été long et bavard, comme d'habitude. Je voudrais juste rajouter une petite chose. En 3 secondes et demie, c'est que nous sommes là pour le résident, mais nous sommes là grâce à l'ARS. Moi, je travaille depuis 2012 en EHPAD. Et je trouve que l'ARS Hauts-de-France, je ne connais pas les autres, donc je ne vais pas parler des autres, a toujours été un partenaire extraordinaire qui nous a soutenus, on l'a vu au moment du Covid. Si on est là, c'est grâce à ESPREV. La prévention se gagne par vous, grâce à vous. Donc, et encore un grand merci d'être parmi nous. Merci encore. Merci en tout cas d'avoir... Vous m'entendez bien ? Enfin, j'imagine. Merci en tout cas d'avoir respecté... merci. On est bavard, donc on a essayé.
Alors je disais merci en tout cas à vous, puisque comme chacun sait, ça a été dit, une des grandes difficultés, c'est quand même de faire vivre la prévention dans des univers comme l'EHPAD où malheureusement la réalité fait que l'absence du médecin coordonnateur est quand même assez fréquente. Donc, du coup, j'aurais une petite question, c'est comment on fait la prévention sans médecin coordonnateur? Et la deuxième question, qu'est-ce qui vous a poussé à l'être? Tu veux parler ou pas? Non, vas-y, je te suivrai. J'ai une autre casquette dans ma vie professionnelle, c'est que je suis membre du Shift Project, pour ceux qui connaissent Jean-Marc Jancovici, et je travaille, alors c'est sur une prévention complètement haute, puisque je travaille sur la décarbonation de la santé et la décarbonation du secteur de l'autonomie, parce que nous sommes, nous, acteurs de la décarbonation française. Et on a Jean Jouzel, qui est un de nos maîtres, qui est un scientifique, et qui dit chacun d'entre vous peut être efficient dans sa zone d'influence. Voilà. Donc, et je reprends, quand je fais des conférences sur la décarbonation de la santé, je reprends souvent cet élément-là, parce que même quand il n'y a pas médecin co, chacun d'entre nous peut être efficient ou efficace au moins en matière de prévention. Il faut garder à l'esprit l'élément qu'a souligné le professeur Bloch, c'est que notre rôle, alors on a affaire en EHPAD, je vais pas parler moi du domicile, en EHPAD à des résidents qui sont le plus souvent dépendants, donc avec des difficultés de retour en arrière, et comme l'a dit Philippe tout à l'heure, notre difficulté c'est de ne pas les rendre grabataires, qui est nous peut-être je ne sais pas ce qu'en pensera le professeur Bloch, mais une étape supplémentaire. Voilà, donc il faut que chacun d'entre nous veille à essayer d'améliorer la qualité de vie, de respecter la qualité de vie à travers les actions qu'on peut avoir. Je prends l'exemple d'hier, puisque hier j'avais ma commission, je parle beaucoup de moi, mais tant pis. On avait la commission chute, on regarde la chute de cette dame, et c'est une dame qui est dans son fauteuil, et donc on a un détecteur qui cherche à attraper sa table, sa tablette, qui cherche à attraper son fauteuil, et qui veut se soulever, et qui tombe parce que son fauteuil roule. Et donc on regarde tous ensemble, il y a tous les auxiliaires de vie, toutes les aides-soignantes, et donc on dit qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc là, il y a une jeune qui dit il faut lui retirer sa tablette et il faut lui retirer le fauteuil. Alors c'est vrai que si on lui retire le fauteuil et la tablette, elle ne peut plus se lever. Et il y en a deux autres qui ont plus l'habitude, grâce au travail qu'a fait Yann et son équipe, elle dit mais non, on s'est trompé, on doit bloquer la tablette et on doit mettre les freins du fauteuil. Oui, alors ça paraît tout bête, mais ça permet d'éviter un certain nombre de choses. Donc effectivement, et vous voyez, là, en transmission, on est une vingtaine dans la salle. Effectivement, on fait attention pour cette dame, il faut bien veiller à... Parce qu'elle oublie. Elle oublie de mettre ses freins. Voilà, donc chacun peut être efficace dans sa zone d'influence en matière de prévention, comme dans beaucoup d'éléments de prévention autres que la santé. Je vais apporter ma petite réponse. Tu posais deux questions. Donc tout d'abord, comment font les médecins, les EHPAD sans médecin co? Il y en a un tiers. Et moi, je pense que s'il y a autonomisation des équipes, et là c'est là où Esprev est fort, c'est qu'il autonomise les équipes. Et le grand moment à l'arrivée, c'est peut-être un jour qu'il n'y ait plus de médecin co si toutes les équipes sont... Non, j'espère que non, puisque j'adore mon métier. Mais n'empêche que il serait formidable qu'on n'ait plus besoin des médecins co si toutes les équipes étaient devenues autonomes et tournées. C'est peut-être ça l'idée. Et la deuxième question, c'était quoi? Qu'est-ce qui vous a poussé à être médecin co? Ce qui m'a poussé à être médecin co, c'est que moi j'ai toujours aimé la gériatrie. J'ai eu la chance d'être formé chez le professeur De Vulder à l'époque, pour ceux qui l'ont connu, c'est ancien et très ancien, et que j'ai toujours considéré, et j'ai été médecin généraliste une bonne partie de ma vie, qu'il fallait soigner les personnes âgées comme les nourrissons, tout en proportionnalisant les soins. Et j'essaie, et j'espère encore tenir dans ce métier encore longtemps, pour donner une belle image des EHPAD, parce qu'en fait, c'est ça la grosse problématique, c'est qu'il faut redorer, et il faut reconnaître qu'Orpea ne nous a pas fait de bien, redorer l'image des EHPAD, et un peu à la fois, et il y a une grosse évolution, grâce à l'ARS, grâce à Esprev, je trouve que ça va plutôt vers une planche montante, je trouve. Est-ce qu'il y a d'autres questions, ou des interventions, des ajouts? Tiens.
Merci. Juste quelques remarques en rebond. Merci déjà de la présentation. C'était vivant et c'est très agréable. La première, par rapport au terme que vous avez utilisé de pré-fragilité, j'aimerais aussi qu'on se rappelle qu'on est tous en post-fragilité et qu'au fond, l'état de bonne santé, c'est un peu une parenthèse merveilleuse, mais temporaire. Et finalement, agir sur toutes ces dimensions, c'est se rendre service et rendre service à la société dans son ensemble. Le deuxième point que je voulais partager, vous avez fait une slide avec de quoi a-t-on besoin pour faire de la prévention. Il me semble qu'il en manque une, et pourtant vous l'avez beaucoup incarné, c'est l'engagement. Et on a besoin d'engagement. Et on a besoin d'engagement de directeurs et de directrices d'EHPAD qui sont convaincus de l'intérêt du sujet. Ça veut dire que dans leur formation, ça a été abordé et qui sont prêts à faire relais et à mener les équipes autour de ce projet. Et vous l'avez bien dit, chacun dans sa sphère d'influence, on peut influencer. Ça veut dire qu'un directeur va être aidant, mais on a aussi des équipes qui peuvent faire. Et je trouve que du coup, vous faites bien la transition avec la prochaine intervention autour du pouvoir d'agir. Et ce pouvoir d'agir, il est vrai pour tout à chacun, quelle que soit sa condition. Et donc, c'est important de le rappeler. Le troisième point, et ça sera mon mot de conclusion, j'ai beaucoup apprécié aussi ce que vous avez partagé autour de la situation concrète de la contention et de la décision qui a été prise collégialement avec notamment la famille, de laisser tomber la personne. Je trouve que vous avez commencé à toucher du doigt dans votre présentation des questions éthiques, et je trouve que creuser ce sujet-là pour notre région et pour les personnes concernées, ce serait intéressant. Il existe déjà des dispositifs, des circuits pour en discuter, mais je trouve que le sujet n'est jamais tari, et ce serait intéressant aussi d'avancer dans cette direction. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Alors, pour répondre à votre interrogation, moi, je n'ai pas dit pourquoi je m'étais engagé dans le métier de médecin co. Je fais exprès d'utiliser ce terme-là. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé d'engagement, parce qu'effectivement, je pense que pour être médecin co, il faut être très engagé. Moi, si j'ai choisi d'être médecin co, c'est que, encore, ce que je vais dire, c'est pas opposé à mes confrères, mais j'avais l'impression que ce métier-là me permettait de prendre en charge des personnes et pas des maladies. Voilà, donc c'est l'engagement que j'ai pris. Je ne dis pas que mes autres confrères ne prennent... Mais c'était pour moi ma façon de prendre en charge des gens dans une globalité qui est effectivement... sur la notion d'éthique, effectivement, c'est un élément qui est important. On va avoir des questions... Il y a notamment une publication qui est parue chez nos confrères sur le déni et sur la volonté des résidents, de certaines personnes âgées, de refuser les soins. C'est-à-dire quelle est, nous, l'attitude qu'on doit avoir en équipe dès lors qu'une personne est dans le cadre d'un refus de soins qui va amener à ce moment-là à ne plus maîtriser certains risques. Quelle attitude on doit avoir et quel accompagnement on peut avoir dans ces cas-là. Effectivement, la réflexion éthique, et encore une fois, l'éthique, c'est des questionnements, et essayer ensemble d'apporter, peut-être pas des vérités, mais au moins quelques réponses. Mais là, moi, je partage à 200% les éléments. Merci beaucoup.